Bonjour à tous, bienvenue dans ce dossier Entreprise apprenante organisé par Learn Assembly. Nous sommes chez AG2R La Mondiale. Nous allons rencontrer Alexandra Lange, qui est directrice du développement professionnel, et l'interviewer sur les enjeux des compétences, de la formation, de la GPEC et un certain nombre de sujets que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Alexandra. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Learn Assembly. En quelques mots, Alexandra, comment on devient directrice du développement RH chez AG2R La Mondiale ? Alors en quelques mots, on le devient progressivement d'abord parce que c'est un cheminement. Je suis rentrée il y a maintenant 9 ans dans le groupe et j'y suis rentrée pour travailler sur la formation. Ça a été vraiment mon premier périmètre d'intervention. Donc pendant de longues années, j'ai travaillé pour faire monter en compétence l'ensemble des équipes, nous développer autour du digital notamment, et autour de tout ce qui était accompagnement de la transformation. Et puis de la formation aux compétences, au développement des compétences et à tous les sujets de développement RH, finalement c'est un fil que j'ai tiré progressivement et qui m'a amené aujourd'hui à être directrice du développement professionnel en fait, au sein du groupe AG2R La Mondiale. Voilà. Donc à piloter tous les sujets qui portent à la fois bien sûr sur la formation, mais également tout ce qui porte sur le pilotage de la performance, le talent management, les people review, la prospective également, l'évolution prospective des métiers et l'accompagnement des cadres de direction. D'accord, ça fait beaucoup. Alors, on est dans un dossier consacré à l'entreprise apprenante qu'on réalise chez Learn Assembly. Pour toi, l'entreprise apprenante, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les mots qui viennent en tête quand on pense à ça? Alors, l'entreprise apprenante, j'ai envie de dire, le premier mot qui me vient en tête, c'est vraiment le Graal. Je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Tout bouge, les métiers bougent, les activités bougent. Donc, rester à haut niveau, c'est apprendre tout le temps. C'est le premier mot, donc le Graal. Et puis le second mot pour moi, ou le second concept ou mot qui revient, c'est vraiment la notion de curiosité. Comment faisons-nous en sorte, en tant qu'employeur, en tant que RH, en tant que manager, que chaque situation soit une situation où on apprend? Et comment est-ce qu'on le valorise? Alors on peut passer à travers des modèles de type 70-20-10 ou autres, mais comment est-ce que l'on arrive à motiver et à embarquer les managers, les collaborateurs autour de ce sujet clé qui est celui de l'apprentissage en continu. Et ça suppose d'injecter une énergie extrêmement forte au départ et d'animer en continu l'ensemble des collaborateurs et des managers sur ce sujet-là. C'est compliqué. Et justement, c'est une transformation des modes de travail. C'est pas seulement une transformation de la formation, mais aussi des modes de travail. Et on va en reparler juste après. Et justement, quand on regarde le monde de l'assurance, qui est un monde, un marché, un univers dont le but est quand même d'anticiper et de maîtriser des risques, quelles sont les spécificités de ce secteur de l'assurance qui favorisent ou qui freinent les démarches d'entreprises apprenantes? Quels sont les traits culturels qui sont très forts et qui du coup ont un impact sur cette démarche dont on est en train de parler? Alors effectivement, tu l'as dit, l'assurance c'est un environnement très technique où la dimension d'expertise, la bonne connaissance de l'expertise, la capacité vraiment à démontrer régulièrement en tant que manager, en tant que collaborateur, son expertise métier sur nos différents métiers, que ce soit la santé, la prévoyance, la retraite, etc., c'est clé. Donc l'avantage, c'est que nous avons cet ADN de compétences sur les hard skills très fort. Cette culture de l'expertise. Culture de l'expertise, avec aussi, il faut le dire, et ça fait partie de notre ADN, la culture du contrôle. L'assurance, le risque, mais minimiser le risque. Donc vraiment quelque chose de très fort autour de la culture de l'expertise, ce qui aujourd'hui je ne vais pas dire que nous manque, parce que nous l'avons potentiellement, mais ce que nous devons activer beaucoup plus fortement dans l'ensemble, j'ai envie de dire, des métiers, quels que soient les niveaux de management ou les niveaux d'expertise, c'est vraiment la dimension justement plus autour des soft skills, la capacité à apprendre, la curiosité, la capacité à écouter, la capacité à prioriser, à ne pas rentrer forcément dans le détail tout de suite, à être plus dans la relation, à être plus dans la prise de recul, à être plus en position méta. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable ensuite de repartir dans le fond de la mine, mais ça veut dire qu'on est capable d'être davantage flexible. Donc nous avons besoin, et dans le métier de l'assurance, je pense que c'est très très fort, sans doute par rapport peut-être à d'autres environnements, nous avons besoin de développer davantage de flexibilité, davantage de fluidité dans nos postures, qu'elles soient managériales ou en tant que collaborateurs.
Du coup, est-ce que ce serait possible d'avoir quelques exemples justement de dispositifs et d'actions? On est ici dans une salle, on verra quelques images, dans une salle où vous avez mis en place le management visuel. C'est un exemple potentiellement d'action ou de mode de travail. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de dispositifs, de pratiques que vous avez testés et qui changent de ce qui se faisait avant, peut-être en termes de développement RH ou de professionnalisation des managers, peut-être plus classiques? Oui, bien sûr. Ces dernières années, nous avons, dans le cadre aussi de notre propre transformation digitale, tout ça est évidemment très fortement lié, nous avons mis en place ce que nous avons appelé des zones d'expérimentation, où le sujet finalement était de pouvoir rassembler sur un sujet alors bien cadré, et souvent d'ailleurs des sujets très métiers, parce que c'est quand même ce qui nous drive, très business, très métier, mais de pouvoir rassembler des collaborateurs, des managers, des experts, des chefs de projet d'horizons différents, et de les faire travailler en mode beaucoup plus ouvert, beaucoup plus co-design, beaucoup plus plugué sur nos écosystèmes de start-up, de partenaires, d'écoles, que sais-je, dans un tempo un petit peu différent, plus resserré, plus ramassé, et avec une méthode d'animation qui se rapproche un peu du community management, mais en présentiel. Ce sont des méthodes qui ont donné des résultats intéressants, très intéressants, et qui permettent effectivement d'aborder le sujet de la coopération, de la relation, de la transversalité de manière différente. Il nous faut progresser résolument encore sur ce chemin-là. Tu as mentionné le mot d'écosystème. On sait que l'entreprise apprenante, c'est une entreprise qui n'est plus forcément repliée sur elle-même et sur ses compétences, mais qui est vraiment en interaction avec son environnement. AG2R a lancé des partenariats avec un incubateur, a annoncé un certain nombre d'actions. Dans quelle mesure ce type de dispositif est apprenant? Qu'est-ce que tu en retiens? J'en retiens alors déjà personnellement énormément de choses dans le fait qu'il se passe beaucoup de choses en dehors et qu'il est très important d'avoir ses oreilles extrêmement grandes ouvertes, à la fois pour soi, enfin individuellement, et puis pour nous managers, nous manageons des équipes, nous avons donc la responsabilité du développement, pas que de l'employabilité, mais du développement de nos équipes. Et donc, il est extrêmement important de régulièrement réorienter les collaborateurs vers l'externe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis après, ce que ça m'apporte également dans ma réflexion sur le développement professionnel, le développement des compétences, c'est ce sujet de plus en plus visible et de plus en plus fort et qui marque très fortement effectivement l'entreprise apprenante, de porosité très forte entre l'intérieur, l'extérieur. Et de voir finalement qu'une entreprise, dans le contexte actuel de transformation, doit pouvoir avoir une espèce de respiration beaucoup plus élargie entre, finalement, elle respire évidemment autour de ce qu'elle est, parce qu'elle reste une entité juridique, etc., mais aussi de pouvoir embrasser dans sa respiration tout un environnement effectivement de partenaires, d'écosystèmes, avec des échanges de savoir, des échanges de collaborateurs peut-être un jour, avec des échanges de services, avec une approche différente de la contractualisation, une approche différente de la gestion de projet, une approche différente du data management, etc., et que c'est vraiment comme ça qu'une entreprise peut et doit se développer au rythme nécessaire aujourd'hui. Ouais. Et du coup, comment, de ton point de vue, on trouve cet équilibre entre l'accélération des changements des business et en même temps le temps qui est nécessaire pour s'approprier ces changements et pour évoluer? Comment on arrive à travailler finalement sur ces deux temporalités qui sont un peu contradictoires parfois, et je pense que toutes les entreprises sont confrontées à cet enjeu. Oui. Je partage tout à fait le fait, en tout cas le constat, de dire que ce sont potentiellement deux temporalités contradictoires. Je pense, oui, que c'est même une conviction assez forte qu'aujourd'hui, en tout cas dans le groupe qui est celui où je travaille actuellement, je pense que les collaborateurs, les managers ressentent fortement une espèce comment dirais-je, deux forces contraires entre il est important d'avancer, d'être agile, avec des injonctions très fortes, et c'est bien normal compte tenu des enjeux sur le sujet, et en même temps le temps humain, qui est le temps de l'apprentissage, le temps de l'appropriation, pas seulement mentale, mais également dans l'émotionnel, dans l'expérience, dans les échanges, dans le retour d'expérience, dans le débrief, etc. Et donc je partage tout à fait le fait qu'il y a là deux temporalités qui sinon s'opposent, mais en tout cas se challenge. Alors après, le comment on fait, je n'ai pas du tout de baguette magique. En revanche,
ce dont je suis assez convaincue, c'est que les managers qui sont assez fortement, on va dire, critiqués ou challengés ces derniers mois ou ces dernières années, je pense que les managers ont un rôle absolument fondamental. Et que, je dirais, loin de les déstabiliser et de les critiquer, il est d'autant plus important de bien les onboarder dans le pourquoi et le sens de ces transformations, parce que c'est eux qui font le lien. Et du coup, est-ce que justement dans ce contexte finalement de transformation très accélérée, est-ce que par exemple la GPEC, c'est pas un peu has-been comment on transforme la GPEC, c'est quand même cette capacité à se projeter sur l'évolution des compétences. Quel est le point de vue, ton point de vue sur ce sujet? Alors écoute, je vais peut-être te surprendre, mais pour moi, la GPEC n'est absolument pas has-been. Et alors, le terme est un terme un peu usité. D'ailleurs, on va plutôt parler de gestion active des emplois et des compétences, si on veut un peu moderniser l'approche. Mais le sujet est d'autant plus urgent et important aujourd'hui que nos métiers et nos activités, je parle bien de métiers, de compétences, d'activités, de missions, toute cette palette d'actions que nous réalisons ou de missions que nous menons au sein d'un groupe évolue. Soit parce qu'elles disparaissent, soit parce qu'elles émergent, soit parce que leur contenu même change, soit parce que ça vient challenger très fortement les interactions managériales. Donc, face à ces bouleversements très 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 forts, il me semble extrêmement important de pouvoir régulièrement donner des points de repère. Ça, c'est un premier élément très fort. Donc, développer la capacité pour les collaborateurs de se projeter sur les compétences à développer, sur les écarts, de pouvoir avoir un peu plus de visibilité. Mais oui, parce qu'on peut être dans l'injonction auprès des collaborateurs, leur disant prenez-vous en main, travaillez sur votre propre, soyez acteurs, etc. Bien sûr, mais quand on travaille toute la journée, qu'on n'a pas le temps de lever le nez et que le soir on a autre chose à faire, c'est compliqué et l'injonction elle est trop forte. Nous avons une responsabilité en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, d'apporter ces points de repère. C'est majeur. Alors nous ne sommes pas seuls, nous travaillons avec nos branches, nous avons la chance nous de pouvoir travailler avec deux branches qui sont celles de la retraite complémentaire et de l'assurance, qui elles-mêmes font des travaux formidables en matière de prospective sur l'évolution de nos métiers. Donc nous travaillons avec nos branches, nous travaillons également avec nos patrons sur les différents métiers, qui nous amènent énormément de vision sur la manière dont leurs métiers, dont les compétences vont évoluer. Et c'est tout ce matériau-là qu'il nous revient ensuite de traduire et de rendre vraiment le plus opérationnel et le plus proche possible des collaborateurs. Et le gros travail, j'ai envie de dire, c'est le deuxième aspect, après l'élément de prospective, le très gros travail que nous avons en matière de GPEC, c'est ce travail de traduction, de communication, de restitution. C'est majeur. Et ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure sur les managers, le maillon principal pour réussir et animer cette restitution, ce sont nos managers. Et est-ce que du coup ça redéfinit ce qu'on appelle un talent dans une organisation, la définition des talents? Est-ce que les nouvelles compétences dont on parle, l'instabilité, les soft skills, etc., est-ce que aujourd'hui ça bouscule les lignes en termes de talent management, dans la détection des hauts potentiels? Est-ce que ça bouge ou pas de ton point de vue? Bien sûr, ça bouge beaucoup et c'est important que ça bouge. Si ça ne bougeait pas, on pourrait s'interroger sur notre capacité à sécuriser l'organisation et sécuriser les plans de succession au sein du groupe. Donc bien sûr que ça bouge. Ça bouge parce que, on le disait tout à l'heure, dans un environnement et un métier où les hard skills, la compétence technique, l'expertise est extrêmement importante et le restera, quoi qu'il en soit. Notre rôle à nous, en matière de talent management, c'est à la fois d'identifier, soit au moment de recrutement, soit au moment de mobilité, soit au moment de promotion, les profils qui, outre ces hard skills, cette capacité à acquérir cette expertise, ont aussi la capacité à, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à développer toute cette palette de postures, de soft skills, alors le terme est un peu usité, mais à développer cette flexibilité dans la capacité à être aussi, c'est pas ou, c'est aussi en même temps, dans de l'écoute, dans de la médiation, dans de la relation, dans du dire les choses, dans de être position méta, et puis ensuite revenir, je suis doueur, mais je suis aussi en réflexion, dans l'intelligence émotionnelle, dans la capacité à faire du lien. Voilà, ça c'est majeur. Et donc tous ces éléments-là viennent bien entendu challenger, remettre en question et enrichir forcément nos propres référentiels de compétences, si j'utilise un terme un petit peu
là aussi peut-être un peu ancien, mais qui reste quand même... Exactement, ne jetons pas le bébé, il reste quand même assez beau. Et donc viennent enrichir tout ce référentiel et ensuite irriguer en effet tous les sujets et tous nos démarches d'évaluation de la performance des managers, des collaborateurs, nos people review, notre talent management, notre recrutement, etc. etc. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut quitter une bonne fois pour toutes la division du travail, l'ultra-spécialisation du travail telle qu'on l'a connue depuis finalement les années 20, mais qui s'est aussi répandue dans le monde des services? Est-ce que demain, finalement, avoir des gens extrêmement spécialisés à des niveaux aussi bien techniques, de gestion de sinistre, relations clients ou plutôt actuaires par exemple, est-ce que demain cette ultra-spécialisation, elle va continuer ou c'est plutôt quelque chose qui va se résorber dans les organisations? Alors, ce qui me semble aujourd'hui assez clair, et d'ailleurs ce sont des travaux qui ont été menés aussi par nos deux observatoires, c'est qu'aujourd'hui ce que nous vivons au niveau des métiers, c'est une hybridation. Donc je ne serais pas aussi extrême de dire c'est l'un ou c'est l'autre. Là aussi, on est dans une palette de nuances, dans un nuancier. Et dans le nuancier, en fonction du profil du métier, en fonction de l'exposition forte, faible ou moyenne aux clients, en fonction d'un certain nombre de critères. De l'environnement. De l'environnement aussi, en fonction de... que sais-je, enfin de pas mal de choses, de la réglementation aussi, du poids de la réglementation, qui pèse extrêmement lourd sur la manière dont nos métiers évoluent. Je dirais que beaucoup de nos métiers s'hybrident. Si on prend aujourd'hui les métiers au sein de nos centres de gestion, beaucoup de gestionnaires sont de plus en plus en relation avec les clients et ont conscience que la relation qu'ils ont au quotidien avec les clients, c'est un acte important, pas seulement parce que c'est un lien avec le client et voilà, mais aussi parce que potentiellement c'est l'image de marque, c'est un rebond business, c'est de la recommandation, etc., etc. Donc cette conscience-là, elle s'installe, l'hybridation, elle est de plus en plus forte, et donc forcément, quand on parle d'hybridation des métiers ou des activités, cela renvoie là aussi à la palette de compétences qu'il faut pouvoir développer. Et ça renvoie à cette flexibilité, à cette capacité de s'adapter. Voilà. Et du coup, qui dit adaptation, dit aussi intelligence émotionnelle. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment, me semble-t-il, très important. On entend souvent des gens justement dire que les métiers ont disparu et que demain on ne pensera que aux compétences. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je n'irai pas jusque-là, en tout cas en ce qui concerne le secteur dans lequel AG2R La Mondiale évolue. Je pense que nous avons, c'est une de nos très très grandes richesses, des expertises métiers extrêmement fortes, extrêmement puissantes, pour peu justement qu'elles s'adaptent à l'environnement des startups, des plateformes, etc., en s'appuyant précisément sur toute cette hybridation, la connexion aux environnements externes, aux écosystèmes nouveaux. Donc nos métiers demeurent, l'expertise demeure dans l'environnement de l'assurance, c'est indéniable. C'est sans doute d'ailleurs l'un de nos piliers aussi pour affronter de manière sereine l'avenir. Oui, c'est une barrière à l'entrée énorme. Oui, alors j'ai pas envie de parler de barrière à l'entrée parce que ça paraît très défensif. J'ai envie de le voir aussi comme quelque chose de très offensif, au sens où on peut avoir une approche évidemment de business model, de plateforme, etc., tel qu'il en existe. Et c'est évidemment le sujet à un moment donné de la maîtrise du risque et du business model qui va autour, il est clé. Voilà. Je pense que l'on peut continuer à démontrer que notre maîtrise de ces expertises-là et de ces métiers reste non pas une barrière à l'entrée, mais un vrai atout offensif. Okay. Un petit mot peut-être sur l'organisation de la formation, de l'apprentissage chez AG2R La Mondiale. Comment ça se passe? Quels ont été vos grands choix ou vos quelques projets structurants pour faire évoluer ce rôle, ce métier qui est pilier dans tout ce dont on parle là? Avec plaisir. Il y a quelques années, l'enjeu premier quand je dis quelques années, ça remonte à peut-être 6-7 ans, notre premier enjeu, à l'époque j'étais effectivement directrice de la formation, c'était vraiment l'enjeu du digital. Mais au sens où on l'entendait à l'époque, c'est-à-dire, hélas, mais j'assume, sous l'angle beaucoup outils.
hein, avec de vrais sujets et de vrais projets d'acquisition de LMS, d'alimentation du LMS, de création de contenu en interne, en externe, de pouvoir travailler avec un certain nombre de startups, voilà, de s'adjoindre un écosystème qui soit un écosystème qui nous amène et qui nous porte et qui nous monte en compétences sur le digital. Ça nous a animés pendant 3-4 ans. Et ça nous a permis effectivement de nous mettre à niveau d'un point de vue à la fois, je dirais, capacité à déployer massivement du digital learning, capacité à concevoir et capacité aussi à contractualiser avec les bons acteurs sur le marché. Nous sommes entrés depuis quelques mois ou peut-être un peu plus, 1 an, 2 ans, dans une autre saison, une autre période qui évidemment est toujours articulée autour du digital, évidemment, mais avec des éléments un peu nouveaux. Déjà sur le digital, et je l'ai moi-même dit à un moment donné à nos partenaires sociaux, eh bien, il nous faut faire les 50% du job qu'on n'a pas encore fait, c'est-à-dire on est très fiers parce qu'on a un LMS, parce qu'on sait faire du digital, etc. Sauf qu'on n'a jamais réfléchi véritablement à l'expérience de l'apprenant. Et ça, c'est un chantier en tant que tel. Finalement, comment est-ce qu'on se met vraiment à la place d'un collaborateur, qu'il soit dans un centre de gestion, qu'il soit au service marketing, qu'il soit dans une fonction support à la DRH, aux achats, peu importe, qu'il soit évidemment dans le réseau, quelle est son expérience et qu'est-ce qui lui donnera envie de se former. Et là, on revient au sujet de l'entreprise apprenante. On peut avoir de très belles approches et très beaux discours sur l'entreprise apprenante. Si on ne travaille pas cette trajectoire, cette expérience du collaborateur en situation d'apprentissage, je pense qu'on ne va pas très loin. Ouais. Donc ça, c'est un premier élément. Est-ce que l'employabilité est un levier de motivation et de travailler sur la prise de conscience de la notion d'employabilité qui n'est pas forcément très finalement acquise et qui peut être anxiogène parfois? Est-ce que ça, c'est un vecteur, un levier ou pas? Ça l'est de plus en plus, c'est certain. Tout simplement parce que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur une accélération du temps et donc une accélération de la transformation des métiers et des compétences. Donc de toute façon, qu'on le veuille ou non, parler d'employabilité ne peut plus être un tabou. Ça n'en reste pas moins effectivement potentiellement un sujet anxiogène. Et donc notre rôle à nous en tant que RH, eh bien, c'est d'outiller, c'est de restituer, ce que tu disais tout à l'heure, c'est de pouvoir faire cette boucle opérationnelle de retour vers les managers, vers les collaborateurs, c'est de donner des repères sur l'évolution de leur métier, c'est de leur donner des outils pratiques, concrets, par bassin d'emploi, c'est de les aider avec un passeport compétences pour qu'ils puissent s'auto-positionner, c'est de leur donner de la visibilité sur les parcours de formation sur lesquels nous sommes capables de les accompagner, de leur donner de la visibilité sur les aires de mobilité réelles à Paris, en région, des choses vraiment réalistes, réelles, c'est tout ça. Donc parler d'employabilité, oui, l'outiller, oui, surtout. D'accord, ok. Sur la formation, parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout, j'ai évoqué donc, tout ce sujet effectivement de l'expérience apprenant. L'autre sujet qui a très fortement émergé et qui est en lien avec tout ce que l'on vient de dire, c'est comment les métiers s'approprient beaucoup plus la formation. Alors, en disant ça, peut-être que je me tire une balle dans le pied en disant « Attendez, formation, c'est sur les ressources humaines. » Demain, on n'a plus de service formation. Et ça veut dire que demain, il n'y a plus de direction de formation, etc. Mais non, bien au contraire. C'est-à-dire que nous serons d'autant plus dans la manière dont notre création de valeur évolue. Nous ne nous positionnons plus aujourd'hui là où nous étions il y a encore 2-3 ans. Aujourd'hui, ce que j'ai demandé, enfin, là où nous souhaitons et où nous sommes déjà, je pense, avec la direction formation, l'Académie formation, c'est vraiment d'être dans une coopération très, très, très étroite avec chacun de nos grands métiers et de co-construire, dans le cadre par exemple de nos campus pro, campus professionnels, de co-construire le plan d'accompagnement de la transformation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier les thématiques d'accompagnement, ça veut dire identifier les modalités, identifier le calendrier, identifier les partenaires, mobiliser les managers, faire monter en compétence les formateurs occasionnels, etc., etc. Donc il y a vraiment cet axe d'appropriation par les métiers
de la formation. Et ça, c'est un axe vraiment très très important. Et puis, et tout ça va ensemble, le troisième axe, c'est l'axe, on va dire, à la fois de l'individualisation et de la massification. C'est comment finalement, si on est plus près des métiers, on doit être plus réactif et on doit pouvoir aller plus vite dans le delivery, enfin déjà dans la captation du besoin, dans l'ingénierie, dans le delivery, dans la diffusion, dans le pilotage, dans l'évaluation, etc., etc. Et donc, c'est l'objet de la création de notre Learning Lab, où là, l'enjeu d'un Learning Lab et de son équipe, c'est vraiment d'outiller à la fois les chargés de formation, les métiers, pour les aider à passer à l'échelle. Quand on est sur des sujets du type DDA, par exemple, ça parlera aux personnes... La directive distribution assurance, qui est extrêmement avec riche. Les 15 heures obligatoires de formation. Voilà, et qui vraiment pèse fortement pour la formation d'un grand nombre de nos collaborateurs. Et bien comment le Learning Lab outille les différents acteurs de la formation, les métiers, les managers, les chargés de formation, les collaborateurs, pour déployer massivement, en peu de temps, des contenus innovants, attractifs, et que l'on peut tracer et piloter. Voilà. Parce que derrière, il y a tout le sujet de comment on reporte auprès, notamment, de nos autorités de contrôle, et par exemple la CPR. D'accord, oui, bien sûr. En plus, votre activité étant très réglementée, la formation doit aussi s'inscrire dans ce cadre-là. Voilà. Absolument. Et le dernier élément, et ça n'est pas le moindre, je ne mets pas de hiérarchie, aucune hiérarchie entre tous ces éléments. Quatrième élément, c'est le volet de mise en œuvre. Parce que quand on parle de formation, on parle souvent d'ingénierie, d'innovation, de créativité, et c'est une réalité, mais c'est aussi un vrai centre de gestion. Et pour moi, c'est quelque chose de très noble, parce que c'est là où la qualité de service, in fine, elle se voit ou pas. Et donc, nous avons également mis en place, sous l'impulsion évidemment de notre DRH, un centre de service dédié à la mise en œuvre de la formation et dont l'activité au quotidien est de s'assurer que l'ensemble des milliers d'heures de formation soient déployées dans les meilleures conditions possibles, en termes de calendrier, en termes de logistique, en termes de convocation, en termes de vraiment tout ce que l'on peut imaginer pour que le plan de formation soit réalisé dans l'année et dans les conditions de budget initialement prévues. Voilà. Et ça, c'est également un point majeur sur lequel nous travaillons avec de vrais sujets de qualité, de relations clients et d'évaluation. Alexandra, merci beaucoup. Merci Antoine. Merci pour cette interview. Merci d'avoir participé et écouté cette interview. On va essayer de débriefer, de retenir quelques points clés de l'échange auquel vous venez d'assister. Un point qui est important, c'est de montrer finalement l'enjeu de temporalité entre la rapidité de l'accélération, la rapidité du changement et en même temps la lenteur nécessaire pour apprendre, pour se transformer, pour prendre conscience, et comment concilier ces deux temporalités. Un deuxième sujet, c'est le rôle clé des managers pour développer les compétences, pour changer de posture, pour garder l'expertise métier tout en se transformant et en étant adaptable. Un troisième point qu'on peut retenir de cet échange, c'est le rôle central de la GPEC renouvelée, de l'évaluation des compétences, de la capacité à se projeter dans l'évolution de ses compétences pour que chacun puisse se positionner et être acteur de son employabilité. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.